Eh bien, bonjour à toutes et tous. Il est 14h05. Je vous propose donc de démarrer ce webinaire donc sur la mobilité internationale, donc qui sera animé par donc Maître Charles André, donc de la société d'avocats EY, Ernst Young, donc voilà sur cette thématique sur la gestion des salariés dans le cadre du télétravail à l'étranger. Bonjour Charles et merci. Bonjour. Donc pour ma part, Aymeric Guilloux, donc conseiller BCI, donc sur le département du Finistère, sur tous les aspects stratégiques et financement dans le cadre de votre développement à l'international. Et l'aspect RH est un aspect très très important. En l'occurrence, donc aujourd'hui, espérons que ce webinaire réponde à vos attentes sur un sujet, on va dire du moment qui tend à s'organiser d'un point de vue législatif, on va dire, à évoluer. Donc, l'idée, voilà, c'est d'aborder ces points-là aujourd'hui avec Charles pour justement vous donner quelques clés de lecture supplémentaires. D'un point de vue donc organisation, durant le webinaire, je peux vous inviter à utiliser le module conversation donc pour poser vos questions au fil de l'eau. Et donc, nous prendrons le temps de répondre à vos questions, l'ensemble de vos questions, donc à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure si des choses vous interpellent ou des questions se posent à vous. Charles sera là pour y répondre ou bien par la suite, si jamais il y avait besoin d'approfondir également les échanges, sans aucun doute. Donc, voilà. Donc, Charles, je vais te laisser démarrer ta présentation, du coup, ce pourquoi tout le monde est venu aujourd'hui. Donc, je t'en prie. Merci Émeric. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous pour présenter ce sujet, effectivement un des sujets du moment dans les tendances en matière de mobilité internationale, un sujet qui nous touche presque sans doute tous de près ou de loin. Et qui pose pas mal de questions sans qu'on ait aujourd'hui forcément beaucoup de réponses. J'espère que vous n'attendez pas de cette présentation à un mode d'emploi précis avec des seuils et des choses très précises parce que la législation aujourd'hui, fiscale, sociale, juridique, traite quasiment pas du sujet. Donc on va essayer quand même de se raccrocher à des principes, mais voilà, l'idée c'est de dire que pour le moment, on est en mode un peu exploratoire et embryonnaire sur le sujet. Pour me présenter, donc je suis Charles André, je suis avocat associé au sein de la société d'avocats EY Société d'avocats à Nantes, où j'anime une équipe d'une dizaine de collaborateurs, tous 100% dédiés à la mobilité internationale. Pour l'ensemble du Grand Ouest, on va dire qu'on coupe la France en deux et nous sévissons sur l'ensemble de la partie ouest, et on est ravis de le faire pour des entreprises de toute taille, des toutes petites aux très grosses, sans d'ailleurs distinction. Voilà, sur tous les sujets de la mobilité internationale, donc les sujets juridiques, fiscaux, sociaux, immigration, actionnariat salarié, enfin l'ensemble des sujets de la mobilité, que ce soit en compliance, donc en conformité, ou en conseil, accompagnement, surtout accompagnement RH, enfin des équipes RH, paye et autres, sur ces complexités. Et dans les deux sens, grâce au réseau EY international, dans les deux sens, donc de la France vers l'étranger, c'est probablement ce qui va plus nous intéresser aujourd'hui, mais aussi de l'étranger vers la France en inbound, pour les employeurs étrangers qui auraient des salariés travaillant en France. Voilà sur la présentation. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le sujet du télétravail international nous occupe beaucoup. Je pense, je sais pas, j'ai pas fait un calcul précis, mais je pense que 50% de nos dossiers advisory conseils sur des sujets de mobilité aujourd'hui sont des sujets de télétravail, de plus ou moins télétravail. Alors c'est vrai qu'on intervient dès lors que c'est international, mais quand même, on a beaucoup de cas et de plus en plus, avec des situations de plus en plus diverses. C'est plus seulement le Covid, c'est le post-Covid qui a entraîné des bouleversements partout. Et donc, on traite à la fois de télétravailleurs français, on va dire vos salariés qui demanderaient à être en télétravail pour quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Et on traite aussi, dans le sens inverse, des salariés de sociétés étrangères qui seraient en France en train de télétravailler chez eux. Alors, on va plutôt traiter aujourd'hui, je pense, le premier sujet,
donc vos salariés qui voudraient être en télétravail. Mais si vous avez des questions dans l'autre sens, évidemment, n'hésitez pas. Comme Émeric l'a dit, vos questions dans le chat, peut-être éventuellement au fur et à mesure, Émeric, si tu veux, enfin comme au fur et à Oui, oui, mesure, bien sûr. Pourquoi comme pas? vous Ça voulez. peut s'envisager, ouais, tout à fait. Ouais. Ou à la fin d'une partie, peut-être, éventuellement, comme des Exactement, 3 points. On peut l'envisager comme tel, bien sûr. Ouais. On fait comme exactement. ça, pas de souci. Alors, on va envisager donc le télétravail international sous l'angle de 3 sujets, les 3 sujets habituels de la mobilité internationale, le juridique, la protection sociale ou la législation sociale applicable et enfin la fiscalité. Donc, comme je vous le disais, n'attendez pas de règles très précises, surtout sur le premier sujet, sur le droit du travail. Donc, il y a très peu de règles aujourd'hui, voire pas du tout sur certains sujets. Donc, ce sont des principes généraux auxquels il va falloir se rattacher, se raccrocher. Et l'autre thème que j'aimerais développer aujourd'hui, c'est de dire qu'aujourd'hui, le télétravail international, ça peut être une contrainte ou une opportunité. C'est-à-dire que vous allez avoir un salarié qui va venir vous demander peut-être un télétravail pour une durée plus ou moins longue à l'international. Au début, c'est peut-être une contrainte, c'est peut-être des risques, c'est peut-être des choses inconnues à prévoir, notamment la fiscalité, les charges sociales et les formalités que ça pourrait entraîner. Donc ça, c'est plutôt dans les contraintes. C'est un peu plus compliqué que s'il est en France, c'est sûr. En revanche, est-ce que ça ne donne pas des opportunités de réduction de coûts grâce à une législation sociale plus favorable, plus faible, moins coûteuse? Est-ce que ça ne donne pas des opportunités fiscales de bénéficier d'un régime de faveur? Voilà, toutes ces questions-là qui finalement pourraient même, j'irais jusqu'à dire que dans certains cas, l'opportunité, la réduction de coûts pourrait aller jusqu'à faire oublier la complexité. Voilà, donc c'est cet angle-là que je le vois, surtout pour des dirigeants aujourd'hui qui demandent à télétravailler chez eux en partie, etc. Quelquefois, c'est une très bonne nouvelle pour l'employeur parce que ça peut coûter beaucoup moins cher. Voilà, et ça peut faire plus de net pour le salarié, donc tout le monde est content. Voilà un peu l'angle d'attaque. Alors, si on rentre dans le dur, sur le droit du travail, aujourd'hui, finalement, on a très peu de choses. Finalement, si on regarde un peu les grands textes existants sur la notion de télétravail international, on a le Code du travail français. Alors là, c'est simple, il n'y a pas un mot. Il n'y a pas un mot sur l'international. Donc, il y a des choses sur le télétravail, il y a des choses sur le travail à domicile, mais il n'y a rien sur le fait que ce soit international. Et donc, en fait, ce n'est pas grave, faut faire avec. Il n'y a rien dans le Code du travail. L'endroit où il y a le plus de choses, c'est probablement l'Union européenne. Les règles de sécurité sociale et les règles notamment sur la législation sociale applicable, on va y revenir en détail. C'est là où on a le plus de choses, ça a été prévu en Union européenne aujourd'hui, les choses sont très bien coordonnées en matière sociale. Quand je dis sociale, c'est santé, chômage, retraite, etc. Donc au sens large. Il y a des choses très précises sur les situations entraînées par le télétravail en termes de quelle est la législation applicable. Est-ce que ça reste la législation française ou pas? En termes de fiscalité internationale et de principes OCDE, de commentaires fiscaux sur les conventions fiscales, etc., il n'y a rien ou très peu. Donc, ce sont les règles standards qui s'appliquent aujourd'hui. Donc, il faut évacuer ce type de principe qui consiste à dire je travaille chez moi, mais je travaille pour un employeur dans un autre État. Ce qui compte, pour la fiscalité, c'est je travaille chez moi. Et donc, où c'est chez moi? Est-ce que c'est en France ou est-ce que c'est à l'étranger? Et c'est là où on est assis en train de travailler qui compte. La fiscalité internationale, elle est toujours sur le physique, sur le physiquement, travaillant physiquement à tel ou tel endroit. Et non pas pour qui je travaille, par qui je suis payé, qui est mon employeur, etc. Ça peut influer, mais aujourd'hui, le principe de base à avoir à l'esprit en fiscalité et en protection et en sécurité sociale, d'ailleurs, c'est je cotise et je paye des impôts sur mon salaire là où je travaille. Il y a quelques exceptions, mais pas beaucoup.
Et donc, voilà, il va falloir voir quelles sont les exceptions et voir si le télétravail peut entraîner des changements sur ces sujets-là. Et il y a eu enfin quelques textes, mais plutôt Covid, plutôt tolérance exceptionnelle et temporaire lors du Covid, pour dire que finalement le confinement temporaire, qui était à la fin peut-être plus si temporaire, mais le confinement, au début, ne devait pas bouleverser la résidence fiscale, ne devait pas bouleverser là où l'imposition du salaire devait avoir lieu habituellement. Alors, tant que ça durait que quelques mois, ça allait. Quand ça a commencé à durer plus de 6 mois, voire 18 mois, il a fallu revenir aux principes généraux, et les mesures exceptionnelles de tolérance étaient moins applicables. Et aujourd'hui, elles ne le sont plus vraiment, plus du tout même. Il reste quelques accords, mais qui concernent surtout les frontaliers. Et donc, finalement, nous, dans l'Ouest, peut-être un peu moins concernés par ces sujets-là, puisqu'on a assez peu de pays frontaliers. Et donc, les accords, ils sont un peu lointains avec le Luxembourg ou la Suisse. Ça nous concerne moins. Mais il y a des choses qui disent en gros que le télétravail ne doit pas influer doit pas trop influer doit pas trop bouleverser les règles habituelles sur les frontaliers. C'est un peu ça l'idée. Voilà un peu ce qu'on a dans les textes. Donc vous voyez que ce n'est pas grand-chose. Alors sur le droit du travail, finalement, le principe général, c'est la liberté. C'est-à-dire que c'est compliqué d'imposer à un salarié d'habiter là où il veut, ou là où il ne veut pas. Et donc, l'idée, c'est de dire que les restrictions à cette liberté vont être compliquées, voire impossibles. Alors là encore, c'est dans l'Ouest, on est peut-être moins concerné, mais encore que certains endroits en France qui sont à quelques kilomètres des frontières. Mais voilà, l'idée, c'est de dire que les cas de restriction possibles au télétravail international pourraient être liés essentiellement à des sujets de sécurité, de risque, d'assurance pour les salariés qui le souhaiteraient, qui pourraient être liés à des surcoûts, d'expliquer aux salariés qu'il ne peut pas aller travailler n'importe où, que ça crée des obligations pour l'employeur. Probablement des formalités en termes de charges sociales et ou d'impôts, peut-être des risques fiscaux, d'établissements stables ou autres, voire même de déplacement du siège social, s'il s'agit des dirigeants. Voilà, donc c'est un peu compliqué d'interdire, ça c'est sûr, mais de faire comprendre et au moins d'avoir l'information. Je pense que c'est aujourd'hui indispensable. D'ailleurs, c'est probablement une obligation de savoir où sont les salariés. Mais de leur imposer des choses sur ce sujet-là, c'est compliqué. Faire état du décalage horaire, l'impossibilité de travailler avec des horaires trop décalés, qui pourrait impliquer du travail de nuit, des distances. Aujourd'hui, c'est compliqué. On peut dire aux salariés, vous devez être en 1 heure ou 2 maximum au bureau, mais ça ne les empêche pas forcément d'être à l'étranger et de rejoindre Nantes ou l'Ouest en 1 heure. Donc voilà, c'est compliqué d'imposer, de restreindre. Donc, va falloir faire avec. On a en plus de ça des sujets immigration. Donc, sur le droit du travail, j'en ai pas parlé, mais ça rejoint l'immigration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout simplement, un salarié qui va à l'étranger, est-ce qu'il a le droit d'aller télétravailler? Alors, s'il a la nationalité du pays, il n'y a pas de sujet. Si c'est en Union européenne, il n'y a pas non plus trop de sujets. En revanche, si ce n'est pas dans ces pays-là, il y a des sujets. Et il n'a probablement pas le droit juste d'aller travailler, alors sous un visa standard ou touriste. Et donc aujourd'hui, on voit quelques pays qui commencent à créer des nomades visas, des visas télétravail, qui sont cités là sur la slide. Vous voyez qu'alors en Europe, ok, de toute façon, il y a moins de sujets, mais hors Europe, ce sont des pays assez rares et souvent un peu exotiques, comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas encore grand-chose. Mais c'est en train de... La tendance, c'est que il y a des pays qui aiment bien ça et qui créent des visas ad hoc et sont ravis de voir s'installer de nouveaux contribuables, même temporaires, chez eux. Donc aujourd'hui,
finalement, qu'est-ce qui se passe si on dit mon salarié va télétravailler à l'étranger? C'est pas très grave en termes de droit du travail. Il faut juste s'assurer qu'il est bien couvert pour ce qu'il fait. Et c'est probablement le sujet essentiel. Immédiatement, il ne faudrait pas qu'il ne vous ait pas prévenu qu'il ait un accident, etc. Parce que là, ce serait tout de suite beaucoup plus compliqué, puisque son lieu de travail, normalement, dans son contrat français, est prévu en France. Il est prévu de manière relativement précise. S'il y a une clause de mobilité, OK, mais on ne parle pas de clause de mobilité pour convenance personnelle. Donc, en fait, voilà, santé et sécurité sont les deux sujets probablement majeurs immédiatement pour l'employeur. Après, il y a des sujets législation applicable, OK, ça c'est moins grave, entre guillemets, c'est-à-dire finalement un salarié qui va télétravailler à l'étranger, il a un contrat français qui dit qu'il travaille en France, et tout d'un coup il va à l'étranger. Alors s'il n'y a pas d'avenant à son contrat, on a le droit français qui est applicable, puisque c'est celui qui a été prévu au contrat. Et puis on a, selon la fréquence et la durée des séjours du télétravail à l'étranger, probablement des règles obligatoires d'ordre public du pays d'accueil qui vont se superposer, qui vont s'appliquer en plus. Donc on a potentiellement des complexités sur un deuxième droit applicable, puisque en supplément, je dirais, du droit français. Puisque on rappelle que dans les conventions, les accords européens sur le droit du travail, c'est la législation, alors choisie par les parties en principe, comme c'est indiqué là, mais à défaut, la loi, si on dit rien, la loi d'exécution du travail, du pays d'exécution du travail. Donc possiblement le pays de télétravail, ce qui va éventuellement entraîner des complications en termes de jours fériés, période d'essai, licenciement, etc., avec une superposition des règles françaises et des règles locales. Voilà, donc interdiction, contrainte. Finalement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que, je crois qu'on a fait une enquête il n'y a pas si longtemps sur le télétravail. Alors, plus de, je crois, 70% des entreprises ont mis quelque chose en place sur le télétravail. Vous en savez sûrement plus que moi là-dessus. Très peu d'entre elles ont prévu quelque chose sur l'international. On a quelques groupes du CAC 40, dans ce que j'ai vu aujourd'hui, qui le prévoient expressément, avec des choses assez, on va dire, embryonnaires, pas très importantes. Voilà, j'ai vu des maximum 15 jours, j'ai vu du 1 mois, 2 mois, 1 jour par semaine, maximum 4 jours par mois. Enfin voilà, quelques choses comme ça pour limiter les contraintes, les complexités que ça peut entraîner. Je vous dis encore, là encore, ce sont des exemples d'entreprises du CAC 40. Voilà un peu l'idée sur le juridique. Aujourd'hui, on attend en fait probablement un peu de jurisprudence qui viendra éclairer certaines questions, mais il n'y a pas encore de choses vraiment établies, ni dans les textes, donc ni en jurisprudence, pour le moment. Alors, en matière de sécurité sociale, là pour le coup, on a des règles beaucoup plus précises, notamment au sein de l'Union européenne, voire très précises et complètement cadrées, qui offrent éventuellement des options. Donc là, il y a un vrai sujet, qui est le sujet important, parce que c'est où est-ce que je cotise et où est-ce que je suis couvert quand je télétravaille. Donc des sujets qui concernent le salarié et l'employeur. Et comme je le disais tout à l'heure, probablement des opportunités, puisque, à la différence du fiscal, on va avoir des options. Des options qui n'existent pas en matière de fiscalité internationale, puisque la fiscalité internationale impose, c'est le cas de le dire, un pays, une fiscalité et ne donne pas le choix de dire si vous voulez payer là ou là, c'est au choix, non, jamais. Alors que là, en Europe, sur des situations de pluriactivité sur lesquelles on va revenir, il y a des options qui vont être ouvertes
et des choix qui vont être extrêmement importants pour l'employeur, puisque, si je caricature, aujourd'hui la France est le pays champion d'Europe, probablement champion du monde, c'est-à-dire le plus cher du monde en matière de protection sociale, de coûts salariés-employeurs. Si on cumule les deux, on est à 20-25% salariés, 40-45 employeurs. Total, pour simplifier, 70. Aujourd'hui, beaucoup de pays en Europe sont à peu près 20%. Total employé-employeur. Alors, je prends les pays extrêmes, hein, mais l'Espagne, le UK et d'autres sont pas chers du tout en sécurité sociale. Employé-employeur. La protection sociale est à la hauteur du coût, mais en tout cas, en termes de coût, c'est très peu. Et donc, il y a des différences extrêmes entre un salarié qui serait sous sécu espagnol et un salarié qui serait sous sécu française. En termes de coût, l'un est quasiment le double de l'autre, en termes de coût social. 50% de la rémunération brute en plus. Donc, c'est vraiment très significatif, et donc ça offre des opportunités importantes pour le salarié et l'employeur. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les principes aujourd'hui que vous connaissez? Qu'est-ce qui se passe dans les mobilités classiques? On est soit en mission, ça c'est plutôt des périodes courtes, de quelques jours, quelques semaines, on va dire moins de 3 mois, moins de 6 mois, il n'y a pas de seuil officiel, mais mission de courte durée. Ensuite, on a le détachement. On reste rattaché à l'employeur français, on est détaché, c'est temporaire, c'est un rattachement fort, on va dire, au pays d'origine. Et donc, on a des règles précises là-dessus qui permettent de maintenir à la Sécu française un salarié qui irait exercer son activité à l'étranger pendant jusqu'à 1, 2, voire jusqu'à 5, 6 ans au sein de l'Union européenne. Ensuite, on a l'expatriation. Là, on est de plus en plus lourd. Alors, si on continuait comme ça, ce serait le local, peut-être la dernière, la localisation qui serait le. L'expatriation, c'est en termes de sécurité sociale, c'est d'aller cotiser là où on travaille, donc d'aller cotiser dans le pays d'accueil. Et c'est probablement la pratique courante pour les expatriés français qui souhaitent, dont les employeurs souhaitent que la mission coûte un peu moins cher et donc vont cotiser hors de France dans le pays d'emploi et ajoutent, pour maintenir un niveau de couverture correct, les cotisations volontaires françaises, donc CFE, Pôle emploi international, etc. Donc ça, ce sont les notions classiques finalement en matière de sécurité sociale. On sait gérer. Le télétravail, finalement, c'est autre chose. Ça ne rentre pas dans ces 3 notions connues. C'est encore autre chose. C'est temporaire, c'est à l'initiative du salarié, donc ce n'est pas un détachement, c'est autre chose. Et donc, comment on va gérer ça? C'est pas grave, les règles européennes vont permettre quand même de gérer ça. Et donc, au sein de l'Union européenne, on va avoir des règles assez précises qui permettent de gérer en principe toutes les situations et même une tendance à tolérer, à permettre au télétravail de ne pas tout bouleverser. En fait, c'est vraiment l'idée des règles européennes, c'est d'éviter, c'est pas juste d'échapper à la Sécu française, c'est de permettre à un salarié de rester cotisé là où il cotise habituellement. C'est ça l'idée. Et donc, tant que c'est temporaire, ça reste vrai. Le jour où ça devient permanent, il faut choisir une législation ou une autre. Mais l'idée, c'est quand même de ne pas bouleverser au gré des carrières internationales et d'aller cotiser dans 25 pays différents, ou en tout cas d'essayer de réduire la diversité des pays de cotisation. Et donc, pour ce faire, en fait, le règlement, alors tout est régi au sein de l'Union européenne par le règlement de sécurité sociale, de 71 initialement, qui a été modifié de manière très substantielle par le dernier règlement 883/04, mais qui a gardé les mêmes principes essentiels, et il y en a 2. Le premier, je vous l'ai déjà dit, c'est territorialité. Je cotise, et mon employeur également,
là où je travaille, là où le salarié travaille. Et deuxième principe, au sein de l'Union européenne, une seule législation est applicable, pas deux, jamais deux en même temps. On ne peut pas à la fois cotiser en France et en Espagne à titre obligatoire. On ne peut pas cotiser en Allemagne et en Autriche à titre obligatoire. Donc, c'est impossible. Toutes les règles vont permettre de dire il y a un pays compétent, un seul. Voilà, ça c'est les deux principes à avoir en tête. Et puis, il y a des exceptions à ces deux principes. Détachement, donc maintien temporaire au régime du pays d'origine, du pays de l'employeur d'origine, on va dire. Je vous disais tout à l'heure, entre jusqu'à 2 ans, détachement pur, 5-6 ans, 5 ans, on va dire, mais 6 facilement, sur toutes les autres situations que le détachement pur. Voilà. Et enfin, et c'est celles qui vont probablement nous intéresser le plus, on a des règles de pluriactivité. Qu'est-ce qui se passe quand je travaille en même temps en France et en Espagne? Est-ce que je cotise en France ou en Espagne? Je sais que je ne peux pas cotiser à titre obligatoire dans les deux États. Donc j'ai des règles dans le règlement communautaire qui sont exposées à l'article 13 et qui vont dire, lorsque je suis salarié dans deux États, je cotise dans tel État. Et on va revenir plus précisément. Il y a des règles qui vont dire, quand je suis salarié dans un État et non salarié dans un autre, je cotise dans tel ou tel État, dans l'État de l'activité salariée, par exemple. Etc., etc. Toutes les situations qu'on appelle de pluriactivité sont prévues et permettent de trancher et de dire c'est la France qui est compétente ou pas, c'est l'autre pays. Et voilà. Et donc, sur l'évolution de ces règles, en plus de ces règles de pluriactivité standards, classiques, donc qui existent depuis 20 ans et même plus, 2004, oui, et même elles existaient avant, donc ça fait très longtemps. On a un accord cadre multilatéral qui est venu renforcer la souplesse, on va dire, en faveur du télétravail. Enfin, d'empêcher que le télétravail vienne bouleverser les situations de protection, de législation applicable. Et donc ça, c'est une tendance intéressante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le télétravail commence à rentrer même international, commence à rentrer dans les mœurs. Et donc, on va avoir des règles qui permettent de maintenir la Sécu française ou pas dans des situations de télétravail. Alors, si on rentre un peu dans le dur, et après on fera des petits exercices de cas pratiques, mais l'idée, c'est de dire la pluriactivité standard aujourd'hui, je donne le principe de base, c'est de dire je travaille dans deux États, je vais cotiser dans mon État de résidence si j'y exerce au moins 25% de mon activité. Donc ça, c'est le principe de base. Et si ce n'est pas le cas, je suis soumis à la législation de mon État de l'employeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'il y a pluriactivité, il faut regarder où est la résidence. La résidence qui ressemble un peu à la résidence fiscale, même si ce n'est pas forcément la même. Mais en gros, ça correspond quand même. Résidence et activité, plus de 25% dans l'état de résidence, pas de sujet, je continue à tout cotiser dans l'état de résidence. Mais si moi, par exemple, j'ai un employeur espagnol, je réside en France, j'ai un employeur espagnol, je me mets un peu dans le cas inverse, je travaille en France 20% de mon temps, donc je suis en pluriactivité, mais je ne peux pas cotiser en France, je dois cotiser en Espagne puisque je suis moins de 25% en France et mon employeur est en Espagne. Voilà un peu les règles de l'article 13 du règlement communautaire qui régit, voilà. Vu de la France, les opportunités, c'est probablement de sortir de la législation française en termes de coûts.
Donc, on va avoir des enjeux importants sur toutes les situations de télétravail. Et l'accord cadre, le fameux accord applicable à partir du 1er juillet dernier, vient renforcer la neutralité du télétravail sur ces règles-là. Charles, je me Puisqu'elle permets juste une petite Oui, seconde, si tu veux bien. J'ai une question en direct. ah ben très Euh, bien. Qu'entendez-vous en disant travailler en France? Vous voulez dire qu'en étant en télétravail ou alors que vous avez des missions à faire? Pour l'interrogation, désolé, je ne comprends pas bien. Donc, si tu peux clarifier ce point éventuellement, s'il te plaît. Très bien. Non, non, c'est une très bonne question parce que c'est essentiel pour tout, pour appliquer les règles, c'est où est-ce que je travaille physiquement. C'est vraiment, je suis en France là en ce moment. Si j'étais en train de travailler pour un employeur espagnol, payé par un employeur espagnol, et j'irais tous les week-ends en Espagne, je travaille en France. Donc mon salaire est taxable en France. Et je dois cotiser, sauf exception, en France. Quand je dis c'est le salarié et l'employeur. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. C'est une notion, disait, d'activité physiquement exercée dans tel ou tel pays. Est-ce que ça répond à la question? En tout cas, n'hésitez pas si c'est pas clair, parce que c'est vraiment le principe essentiel. J'entends beaucoup de clients dire oui, mais je travaille pour un employeur espagnol, oui, mais j'exerce à distance et donc mon activité bénéficie à tel ou tel employeur. On s'en fiche aujourd'hui. Les principes fiscaux sont complètement physiquement exercés en France, taxables en France. Et donc, cette même personne rajoute donc une question complémentaire. Donc, une personne, par exemple, en Corée, en télétravail, doit être taxée en Corée. Oui, sauf exception, on va y revenir parce qu'il y a un slide là-dessus. Mais la réponse de principe, c'est oui. On va voir si on peut être dans l'exception, c'est-à-dire moins de 183 jours en Corée et résident français. D'accord. Merci. Et ça, c'est la fiscalité. Et en sécurité sociale, sur ce même exemple que je vais traiter après, mais on peut déjà le dire, je ne suis pas sûr qu'il y ait une convention de sécu entre la France et la Corée. Ma mémoire m'échappe, mais s'il n'y en a pas, l'activité exercée en Corée est soumise à la sécurité sociale coréenne, s'il y en a. C'est-à-dire, s'il y a des cotisations obligatoires en Corée, elles sont probablement dues, puisqu'il n'y a pas de notion de moins de 183 jours en sécu. Donc, voilà, c'est un très bon exemple, on pourrait y revenir. Donc, si on reprend au sein de l'Union européenne, parce que là, on est sorti de l'Union européenne pendant 2 minutes, au sein de l'Union européenne, donc les principes, c'est de dire ce règlement, il est venu donc assouplir tout ça pour dire que le télétravail ne doit pas bouleverser. Alors, en fait, il est venu rajouter des seuils, un seuil de 49%, qui dit que je peux, si vous êtes employeur français et vous avez un salarié qui veut aller travailler, on va garder l'Espagne comme pays, hein, il veut aller travailler 2 jours. Il veut aller travailler, on va commencer par le plus simple, full-time en Espagne. Dans ce cas-là, full-time en Espagne, c'est simple. Si on dit rien et que ça dure un peu, il va falloir qu'il soit sous sécu espagnol. C'est peut-être une très bonne nouvelle. Ça coûte beaucoup moins cher. S'il vous dit, je vais travailler 3 jours en Espagne. 3 jours en Espagne, il est 3 jours dans son pays de résidence, parce qu'il va sans doute résider en Espagne. Ça donnera toujours de la sécu espagnole. Et en fait, pour avoir de la sécu espagnole dans les anciennes règles, pour garder la sécu française, plus exactement, il fallait qu'il soit moins de 25% en Espagne. Et donc, en fait, ce salarié était susceptible d'entraîner l'application des charges sociales espagnoles assez rapidement, dès lors qu'il allait un peu travailler en Espagne.
Et en fait, voilà, les règles disent, ben non, le télétravail doit être admis plus facilement. Et donc, le télétravail jusqu'à 49% du temps, donc moins de la moitié du temps, dans un autre pays, ne vient pas bouleverser la législation applicable. Et donc, dans ce cadre-là, on a toujours la législation française qui s'applique à notre salarié qui vient 3 jours en France et qui reste 2 jours en Espagne. On a toujours de la sécu française. Alors, c'est là où je dis opportunité, c'est-à-dire que si la situation est pérenne, c'est une option. Vous voyez, dans le cadre du milieu, entre 25 et 49%, c'est une option qui nécessite l'accord du salarié, mais qui est une option pour l'employeur et le salarié de dire, ben non, en fait, je préférerais soit rester sécu française, soit au contraire basculer sécu espagnole. Donc là, je dis, il y a beaucoup de place pour examiner de près la question et voir l'enjeu financier, la durée et l'économie que ça peut générer, parce que c'est énorme. Voilà un peu l'idée. Donc, si vous avez finalement, et je le vois beaucoup, c'est un peu les dossiers qu'on traite en ce moment, vous avez un recrutement international, un salarié qui vient d'un pays pas cher en sécu, il vient du UK, le UK continue d'appliquer les règles européennes en sécu, hein, à propos. Salarié UK, salarié espagnol, un talent international, vous le recrutez en contrat CDI français, très bien. Sauf qu'il vous dit, oui, mais moi, je continuerai bien, je veux bien venir 3 jours en France, mais je veux continuer à habiter en Espagne ou en Allemagne. Et donc, je vais venir 3 jours et je vais travailler le lundi et le vendredi en Espagne ou en Allemagne. Ça, au départ, c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est compliqué. Mais en fait, c'est une très bonne nouvelle si on raisonne en termes de coût global, puisque ça va entraîner l'application potentielle des charges sociales espagnoles ou allemandes plutôt que françaises. Et donc, en fait, ça permet quelquefois, quand le salarié, notamment étranger, veut discuter en net sur le salaire d'embauche, ben de le recruter et d'avoir un pouvoir de négociation beaucoup plus fort, puisque ce salarié-là, c'est dur à dire, mais va coûter beaucoup moins cher qu'un salarié franco-français. Voilà. Et quand il s'agit d'un dirigeant, les enjeux sont importants. Il y a beaucoup de dossiers sur ce thème-là. Donc voilà, retenez juste qu'il y a des options. On peut faire en sorte que la législation française reste applicable, donc ne pas toucher aux charges sociales, obtenir le certificat qui va bien, le A1, qui va confirmer que la législation française est applicable selon les situations, etc. Mais voilà, il y a des options, en tout cas, en matière sociale. Et les États signataires à l'accord, dont la France, figurent là. Il y a une liste où les États, en gros, rejoignent le truc. Et il faut que, donc, pour qu'il y ait option, il faut que ce soit entre 2 États qui aient signé. Voilà un peu les règles au sein de l'Union européenne. Alors, vous posiez la question sur la Corée. Le principe, il est là, c'est que hors Union européenne, on est toujours sur territorialité. Je cotise dans l'état d'exercice de l'activité salarié. Le salarié, d'ailleurs, est son employeur, cotise dans l'état d'exercice de l'activité. Et puis, il y a les seules exceptions qui sont prévues. Lorsqu'il y a une convention de sécurité sociale entre 2 États, par exemple les États-Unis et la France, il y a ce qu'on appelle le détachement qui est prévu, qui est possible, c'est-à-dire maintien au régime du pays d'origine pendant maximum 5 ans. Selon les conventions, ça peut être 2 ans, 3 ans, etc. Mais il n'y a jamais de règle de pluriactivité hors Union européenne. Donc ça, c'est très important parce que ça veut dire, là encore, c'est une contrainte et une opportunité. Mon salarié va au Maroc une semaine sur 2, pour prendre un exemple que j'ai vu. Maroc une semaine sur 2, en théorie, il y a des cotisations marocaines sur la moitié de la rémunération. La convention de sécu franco-marocaine, elle prévoit le détachement, mais ce n'est pas tout à fait la situation. Donc, en principe, sauf à avoir une autre dérogation,
On a des cotisations marocaines sur la rémunération des jours marocains et des cotisations françaises sur les jours français. C'est pas évident à gérer. Ça peut être une opportunité puisque, là encore, ça permet d'avoir quand on fait ça avec les US ou des pays où il n'y a pas de sécu comme Hong Kong ou Singapour, ça permet d'avoir un coût social réduit sur le contrat, l'autre contrat, le contrat non français. Donc en fait, c'est ça qui est important. Au sein de l'Union européenne, il y a des règles. Hors Union européenne, pas de règles. Donc attention, des charges sociales locales sont dues. S'il n'y a pas d'exception, elles sont dues immédiatement. Voilà pour ce qui concernait l'aspect social du télétravail. Et une dernière chose, c'est comment je fais, parce que ça, c'est une vraie question. Finalement, vous avez votre salarié qui va en Espagne, qui devient, comme on l'a vu, éventuellement soumis aux charges sociales espagnoles plutôt que françaises. Vous arrêtez de payer les charges sociales françaises. C'est presque, dans certains cas, une obligation. Et vous allez cotiser en Espagne. Vous dites, comment je fais pour cotiser en Espagne? Puisque en Espagne, je n'ai pas d'entité, je n'ai pas de filiale. Comment je fais pour payer la Sécu espagnole? Et bien ça, en fait, ça se fera essentiellement sous forme de ce qu'on appelle, en jargon anglais, un shadow payroll, c'est-à-dire d'aller s'immatriculer, employeur français, aller s'immatriculer en Espagne en tant qu'employeur étranger en Espagne pour aller payer les charges sociales espagnoles, employé-employeur. Et peut-être d'ailleurs aussi les retenues à la source fiscale, puisque comme en France, il y aura du prélèvement à la source en Espagne. Et donc ça, c'est un enregistrement, c'est un shadow payroll, donc c'est un faux payroll, c'est un payroll à zéro, mais qui permet juste de payer les charges sociales et peut-être l'impôt local. Charles, je profite du passage au prochain chapitre. On a une question d'un participant. Oui. Bonjour, la durée de détachement est uniforme selon les pays? Pour l'interrogation, maximum 5 ans, c'est bien cela? La réponse est non, c'est pas uniforme selon les pays. C'est uniforme en Europe. Union européenne, les 25, c'est uniforme. Il y a plusieurs sortes de détachement, attention. Détachement court, article 12, jusqu'à 2 ans. Ça, c'est quand je pars travailler pour mon employeur d'origine au sein de l'Union européenne. Tout ça, c'est 2 ans. Puis il y a toutes les exceptions à ça, qui sont jusqu'à 5 ans dans l'Union européenne toujours. C'est les dérogations à toutes les règles. Donc, c'est un accord des 2 États pour dire je continue à cotiser dans le pays d'origine. Et ça, c'est aujourd'hui jusqu'à 5 ans en Europe. Ça, c'est sûr, c'est obtenu, c'est calé jusqu'à 5 ans. 6 ans, il suffit de le demander. Et puis, quand on a une très bonne raison, on peut encore aller un peu plus loin. Par exemple, on approche de l'âge de la retraite. C'est dommage de basculer dans l'autre pays, sous la sécu de l'autre pays. Donc, on demande une ou 2 années supplémentaires. Nous, on a des dossiers ici où on est à 7 ou 8 ans, ça arrive. Mais il faut des très bonnes raisons, expliquer que la mission n'est pas tout à fait finie, etc. Mais comme on a déjà dit qu'elle n'était pas tout à fait finie pour demander 1 an de plus pour passer de 5 à 6, si on continue à dire qu'elle n'est pas tout à fait finie, à la fin, ils ne vous croient plus et donc on bascule. Voilà. Mais voilà, donc au sein de l'Union européenne, il y a des durées uniformes. Et puis sinon, après, non. Alors, les durées, elles dépendent des conventions de sécurité sociale. La France a beaucoup de conventions de sécurité sociale avec hors Union européenne, les États-Unis, l'Inde, la Chine, le Maroc, l'Algérie, plein de pays. Et à chaque fois, il faut regarder la durée. Ça peut être 3 ans, ça peut être 1 an renouvelable, ça peut être plein de choses. Donc là, voilà. Donc pas de durée uniforme partout, ça c'est sûr. Et puis, quand il n'y a pas de convention de sécurité sociale, il n'y a pas de détachement possible. Il n'y a que de la territorialité. Donc, je dois cotiser là où je travaille, sans exception. D'accord, merci. En espérant que cela ait répondu à la question de monsieur. N'hésitez pas dans le chat ou après, on pourra y revenir. C'est très clair. Voilà, j'ai la précision. Donc c'est bon, il n'y a pas de souci. On peut continuer. OK. Alors, un peu de fiscalité maintenant. Ça va être plus rapide parce qu'il n'y a pas de règles.
Il n'y a pas de règle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toujours pareil, territorialité. Pays de lieu de télétravail, pays du lieu d'exercice de l'activité. C'est le principe de base. Et donc, c'est vraiment ce qu'il faut retenir dans toutes les conventions fiscales. C'est la première chose qui est dite sur le salaire. Le salaire est taxable dans l'état d'exercice de l'activité. Ce n'est pas dans le pays de résidence, ce n'est pas dans le pays qui paye la rémunération, ce n'est pas dans le pays qui reçoit la rémunération, ce n'est pas dans le pays de l'employeur pour lequel je travaille, qui peut être encore différent. C'est là où je travaille physiquement. Et donc, le lieu de télétravail. Alors, l'exception à ça, elle est assez claire en fiscalité personnelle. C'est dans les conventions fiscales, le fameux article 15.2, c'est cet article que tout le monde a en tête puisqu'il parle des 183 jours. Les fameux 183 jours. Donc, si je prends l'exemple d'un Français qui va travailler en Espagne, pour convenance personnelle, jusqu'au 183e jour, s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'employeur en Espagne, c'est normalement le cas, puisque c'est votre salarié, ce n'est pas celui d'un autre employeur, il n'y a pas d'employeur espagnol, il y a moins de 183 jours en Espagne, et il est évidemment pour le moment non résident dans le pays, en Espagne, il ne se passe rien fiscalement, le droit d'imposition reste en France. Donc c'est l'exception au principe de lieu d'exercice de l'activité. C'est ce même article qui dit que quand vous allez faire un business trip de 2 jours en Espagne, vous n'êtes pas taxé sur place. Vous y êtes non résident, vous y allez moins de 183 jours et il n'y a pas d'employeur local. Donc là, on est sur la même règle pour un télétravailleur hors de France. Moins de 183 jours, il ne se passe rien. Quand on commence à passer cette fameuse limite, il peut se passer 2 choses. Il peut se passer un basculement de la résidence fiscale, et dans ce cas-là, ma règle, elle ne s'applique plus. Ou de toute façon, même si on reste résident français, il y a une des conditions, les 3 conditions là, qui n'est plus remplie, et donc le droit d'imposition bascule en Espagne au 184e jour. Attention, rétroactivement, sinon ce ne serait pas drôle. Donc ça veut dire, au 184e jour, le salarié en télétravail devient imposable en Espagne à partir du premier jour où il est parti. Et puis d'ailleurs en Espagne, ils vont sans doute le traiter comme un résident fiscal espagnol parce que leur notion de résidence c'est 183 jours également, etc., etc. Donc c'est le début des complexités. Ce n'est pas forcément des catastrophes, mais en tout cas, ça doit se gérer en termes de conformité et de déclaration fiscale correcte en France et en Espagne. Donc c'est beaucoup plus compliqué forcément pour l'employeur. Enfin, la fiscalité est le sujet du salarié, mais quand même. Ça veut dire que vous devez arrêter le prélèvement à la source peut-être en France, ou en tout cas baisser l'assiette. Ça veut dire pas mal de choses en paye française. Donc le sujet là, c'est un sujet de conformité. En dessous de 183 jours, je vous dis, il ne se passe rien. Au-dessus, c'est ce qu'on dit, la dichotomie potentielle entre l'employeur et le pays de résidence. Donc, ou d'exercice du télétravail. Et donc là encore, comment aller payer dans mon exemple là au 184e jour? Il n'y a pas d'entité locale, donc shadow payroll, donc impôt espagnol via shadow payroll, etc., etc. Sinon, les 2 points à mentionner, il n'y en a qu'un, mais je vais en dire 2. Sur la fiscalité, le télétravail récurrent, pérenne, un peu durable dans un État peut commencer à créer cette espèce d'horreur fiscale qui est souvent mentionnée, c'est un risque d'établissement stable. Qu'est-ce que c'est un établissement stable? C'est de créer une présence fiscale taxable à l'impôt sur les sociétés dans l'autre pays. Si mon salarié qui va travailler en Espagne, télétravailler,
il va commencer à faire du commercial, à vendre des contrats, à générer du business d'une façon ou d'une autre en Espagne, voilà, il va constituer un potentiel établissement stable soumis à l'impôt sur les sociétés en Espagne, même s'il n'y a pas de filiale ou d'entité ou de bureau immatriculé. L'administration, si elle en a connaissance, pourrait vouloir taxer les profits générés via le télétravailleur en Espagne. Et vous expliquerez que beaucoup de profit est généré grâce à ça et que donc ils veulent un bout du gâteau, etc., etc. Et donc, sujet établissement stable important. Alors, selon la nature du business, la visibilité, la durée, etc., etc. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a de l'impôt sur les sociétés qui est dû dès qu'il y a un télétravailleur hors de France. Mais si si c'est durable et si c'est une fonction qui peut générer du chiffre d'affaires et du profit, etc., il faut se poser la question, il faut regarder. Et puis, alors je le mentionne parce que c'est encore moins un risque ou un sujet, mais le risque de déplacement du siège social. Mais ça s'est vu dans certains groupes. Si les dirigeants français se mettent à aller télétravailler tous au même endroit et en même temps et de manière régulière, eh ben, quelquefois, on l'a vu dans certaines boîtes, ça constitue les 4/5e du conseil d'administration. Et donc, on peut se demander si le siège social de la société française n'est pas en train d'être déplacé ailleurs qu'en France. Voilà, donc c'était juste pour l'anecdote, parce que c'est quand même moins fréquent, mais on l'a vu. Charles, j'en profite, on a une question, si tu... Oui, bien sûr. Alors du coup, bonjour, je suis salarié d'une entreprise française. Pour des raisons familiales, j'ai prévu avec mon employeur de travailler du Maroc en télétravail pour une durée initiale de 1 à 2 ans, avec une présence de 3 semaines au Maroc et 2 semaines en France. Entre parenthèses, c'est variable. Quel régime conviendrait? Dois-je continuer à cotiser en France ou obligation de cotiser au Maroc ou un accord avec l'employeur suffit-il? Alors on a 4 questions en une, vas-y, tu Ouais. peux décider. C'est très jolis cas qui sont exactement ce qu'on traite aujourd'hui de plus en plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut d'abord, parce que la France, si vous voulez, on peut continuer à payer l'impôt et les charges sociales en France, la France ne s'en plaindra pas. Aujourd'hui, c'est presque une question, j'ai envie de dire, marocaine. À partir de quand est-ce que la question a été posée? D'abord en Sécu, pour moi, là, il y a des charges sociales marocaines qui sont probablement dues, sauf à pouvoir dire qu'on est détaché pour, je crois que c'est 3 ans maximum au Maroc, donc détaché qui exonérerait des charges sociales marocaines. Mais c'est à vérifier. Et dans une situation, parce que ça, c'est une vraie situation de pluriactivité, c'est pas évident que les autorités marocaines de Sécu disent OK, on va assimiler ça à un détachement, et donc on ne veut pas de charges sociales chez nous. Et on est très content qu'elles continuent à être payées tout en France. Ça, c'est une vraie question. Et en fiscalité, pareil, sauf qu'en fiscalité, il y a beaucoup moins on va dire, de place pour, c'est pas la fantaisie, mais l'exception. En fiscalité, là, pour moi, il y a très probablement de la fiscalité au Maroc. Une fiscalité, j'allais dire, partagée entre le Maroc et la France. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de unicité, machin. Donc, il y a vraiment une situation où probablement le Maroc va vouloir taxer les jours marocains et la France gardera, je ne sais pas si la résidence fiscale reste en France, mais la France gardera le droit d'imposition sur les jours français et les jours non français, non marocains. Enfin, peut-être qu'il faudra y revenir plus en détail sur cette situation-là, parce que c'est exactement, voilà, les situations compliquées qui doivent être gérées avec l'avis de l'autre État, parce que la France ne peut pas décider toute seule. Et ce n'est pas le contrat de travail ou l'accord avec l'employeur qui va décider de ces règles-là. D'accord. Précision faite, donc la résidence fiscale serait en France. D'accord. Donc le principe, c'est que le Maroc, il faut demander si le Maroc va vouloir taxer les jours marocains, normalement, puisqu'on est, on est exactement dans le 15.2 qui est à l'écran, hein, au Maroc non résident. Donc la première question, la première condition, elle est bonne.
Moins de 183 jours au Maroc, oui ou non? Je ne me souviens plus de la répartition de jours, mais il faut regarder de très près. Moins de 183 jours, alors je ne sais plus dans la convention franco-marocaine, mais est-ce que c'est sur l'année fiscale en question ou c'est sur une période glissante de 12 mois? Mais bon, il faut regarder. Et est-ce qu'il y a un employeur local ou une entité voilà, qui pourrait être l'employeur local au Maroc? Voilà, ce sont les questions. Si on dit non à toutes les aux 3 points, il n'y a pas d'imposition au Maroc. Mais voilà, est-ce que vraiment le Maroc sera d'accord pour dire non-résident moins de 183 jours et il n'y a pas d'employeur? Il y a une précision faite de 6 mois de l'année au total, je suppose au Maroc, mais sans employeur local au Maroc. D'accord. Donc, Si les 3 conditions sont remplies, le droit d'imposition reste 100% en France. Donc ça, c'est un problème de moins. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a sans doute un sujet social, de charge sociale à vérifier, pour essayer d'avoir la même chose, et que fiscalement, mais je poserai la question quand même à un fiscaliste marocain pour être sûr qu'il n'y a pas de mauvaise surprise au Maroc, une interprétation des 3 conditions là, ou quelque chose. Mais voilà, dans le principe, c'est ça. ok, merci. S'il n'y a pas d'autres questions sur la fiscalité personnelle, oui, j'avais fini avec le risque de déplacement du siège social, mais ça, c'est quand même beaucoup plus théorique et rare. Oui, j'ai pas trop parlé des. C'est vrai qu'il y a pas mal de dispositions sur les frontaliers. Bon, je me dis qu'on est dans le Grand Ouest et que ça nous concerne quand même moins. Mais voilà, il y a des dispositions en matière de fiscalité personnelle, notamment avec les pays frontaliers, notamment le Luxembourg et la Suisse, si vous avez des cas. Et là encore, l'idée, c'est de dire que le télétravail augmenté ne doit pas venir perturber les accords frontaliers. Les accords frontaliers, c'est des exceptions à tous ces principes-là, lorsque une personne va travailler tous les jours dans l'autre État et passer la frontière tous les jours, tous les soirs. Il y a des règles pour dire que ça reste imposable dans le pays de résidence, généralement. Ou au contraire, tout est taxable dans le pays de l'employeur. Bref. Et donc là, l'idée, c'est de dire les accords Covid, les accords frontaliers pour télétravail, pour dire que le télétravail jusqu'à un certain seuil qui est de plus en plus important, ne vient pas contredire les principes applicables, ne vient pas perturber les situations. En gros, une tolérance accrue pour le télétravail, sans conséquence. Sur la fiscalité, là encore, j'aime bien dire que peut-être c'est une opportunité. Votre salarié qui va en télétravail full-time en Espagne, en Belgique, au UK, aux Pays-Bas, en Finlande, au Portugal, mais il y aura peut-être un régime de faveur applicable. Et un régime de faveur très sympa, qui va le taxer à 20%, qui va le taxer la moitié de ses revenus, ou seulement 70%, comme aux Pays-Bas, puisqu'il y aura un abattement automatique de 30%, etc., etc. Le Portugal est en train de créer plein de choses avec un régime de faveur à 20%. Ils ont abandonné l'ancien régime et créé un nouveau qui est probablement encore plus intéressant. La Belgique aussi vient de changer son système, mais tous les pays ont un régime de faveur. Le fameux régime Beckham en Espagne, créé pour le footballeur en question, qui est un régime qui a disparu, mais qui est remplacé encore par autre chose de tout aussi sympathique. Et donc voilà, donc ça veut dire que votre salarié va peut-être être moins taxé dans ces pays-là qu'il ne serait en France. D'ailleurs, en France, il y a un régime de faveur aussi, qui serait, c'est intéressant de le noter, je pense que le régime impatrié français, pour un télétravailleur en France, je ne suis pas sûr qu'il soit applicable. Pourquoi? Parce que les conditions, c'est de ne pas avoir été résident français avant 5 ans, pendant les 5 années précédentes, devenir résident français, tout ça, ok, pourquoi pas, mais c'est d'être soit recruté par un employeur français, soit détaché temporairement en France. Et donc, le télétravail n'est pas visé par ces 2 cas pour convenance personnelle. Donc, ça peut éventuellement se plaider dans certaines situations, mais
a priori comme ça, le télétravail n'est pas... voilà, le régime impatrié français ne serait pas applicable à un télétravailleur étranger en France, a priori. Donc ça, c'est important de noter que, en plus des règles sociales, si on va en Espagne, quand même, on est susceptible donc d'avoir des charges sociales ultra faibles et un impôt sur le revenu ultra faible également. Voilà, donc c'est un élément éventuellement de discussion entre le salarié, entre l'employeur et son salarié. En fait, alors, je souhaitais peut-être, parce que j'ai vu pas mal de questions dans les questions préalables que vous avez tous posées, qu'il y avait pas mal de questions sur des cas un peu différents et un peu qui n'étaient pas toujours finalement du télétravail, mais on va dire des situations internationales. Donc, je voulais terminer par 2 slides qui sont finalement les opportunités de réduction de coûts pour vous, employeurs, ou vous, salariés, liés aux situations internationales. Donc, il y a 2 slides. Celui-là, c'est inbound, donc c'est étranger vers France. Et le suivant, ce sera France vers étranger. Et on reviendra sans doute plus sur le deuxième. Rapidement, sur celui-là, finalement, qu'est-ce qu'on a comme situation aujourd'hui à disposition, là où l'employeur français est intéressé, on va dire, à la situation internationale parce qu'elle est susceptible de lui coûter beaucoup moins cher que pour un salarié, entre guillemets, français. Lambda comme nous, tous autour de cette table. On connaît l'impatriation, donc un étranger qui serait détaché en France, qui serait en mission en France, salarié d'un employeur étranger, ou qui est localisé en France au sein d'un groupe. Lui, optimisation, oui, il y a une convention de sécu, il y a un règlement communautaire qui permet d'éviter les charges sociales françaises, au moins pendant 5 ans. Il y a le régime impatrié qui permet de diminuer l'impôt sur le revenu jusqu'à 50% de fiscalité française en moins. Et donc, les deux réunis, c'est extrêmement intéressant et souvent d'ailleurs beaucoup plus intéressant que dans le pays d'origine, puisqu'il n'y a pas de charge sociale française et l'impôt français, qui n'est déjà pas forcément très élevé, quand il y a du quotient familial, est réduit de moitié, voire de plus de la moitié, puisque comme c'est progressif, finalement, on efface les tranches hautes et ça fait des impôts spectaculairement bas. Voilà. Et donc, en fait, voilà, l'impatriation, on va dire classique, avec optimisation du package grâce à ces exonérations. Le recrutement international, je parlais tout à l'heure, et d'ailleurs, on pourrait y rajouter, et j'aurais dû le faire, télétravail international. Mon salarié, typiquement, allez, on va changer de pays, allemand, qui dit je veux bien venir en France, je signe chez vous, mais je travaille que 3 jours, celui-là aussi. Ce qu'on dit, c'est qu'il reste soumis aux charges sociales allemandes. Pendant 5 ans, s'il est détaché de l'Allemagne qu'il aurait recruté puis envoyé en France, ad vitam aeternam, s'il est en pluriactivité 2 jours en Allemagne, 3 jours en France, il peut rester 10 ans aux charges sociales allemandes plutôt que françaises. Et tant que la situation demeure, il est sous sécu allemande. Et ça vous coûte très peu cher, c'est plafonné, c'est rien du tout. Voilà. Donc un talent international qui viendrait d'Allemagne, il a les charges sociales allemandes et il a de la même manière l'impatriation française. Et donc, l'avantage d'un Allemand ou d'un salarié, on va dire, étranger, c'est qu'il aime bien négocier en net. Donc, il ne vous parle que de son net. Et donc, c'est intéressant de lui promettre un net dans ce cas-là, puisque toutes les économies de charges sociales et d'impôts sur le revenu impatrié, qui durent 8 ans quand même, elles sont pour l'employeur, s'il raisonne en net. Si vous raisonnez en brut, quelque part, il prend les économies, il prend les réductions d'impôts, vous ne le savez même pas parce qu'il les fait sans vous.
Et donc, en fait, il est ultra content de voir son impôt sur le revenu français beaucoup moins élevé que celui qu'il connaissait en Allemagne. Donc, c'est vraiment des éléments ultra importants de négociation à l'embauche lors des recrutements de talents internationaux. Et en plus, se dire, l'Allemand, il veut rester sous sécu allemande, ça lui va très bien. Il connaît le régime, il a toujours cotisé en Allemagne, ça lui va très très bien. Et donc, il est très content de tout ça, c'est-à-dire que tout le monde est content en fait. C'est un win-win-win qui facilite éventuellement les négociations à l'embauche. Et puis, un dernier cas qu'on veut mentionner parce que c'est intéressant, on vient d'avoir quelques rescrits aujourd'hui qui commencent à être obtenus de l'administration fiscale. Alors là, c'est plus du social, il n'y a pas d'économie de charge sociale pour l'employeur, mais quand même, il faut le mentionner, une application possible du régime des impatriés pour un retour d'expatriation. C'est-à-dire un salarié qui aurait été plus de 5 ans par définition pour que la condition soit remplie hors de France, dans un pays, dans son pays d'expatriation. On a des cas de salariés qui ont été un peu oubliés, qui sont toujours là-bas 10 ans après. Celui-là, si vous le faites revenir en France, tout d'un coup, vous avez besoin de lui en France, et il reprend des fonctions, on va dire, il ne reprend pas les mêmes fonctions que celles qu'il avait en partant, mais vous lui proposez il prend un autre job dans le groupe. Celui-là, on a eu des réponses positives, il est éligible au régime des impatriés, et donc il a des facilités fiscales pendant 8 ans, des exonérations très importantes, jusqu'à 50% de la rémunération, grâce au régime impatrié, en retour d'expatriation. Et donc, je crois que c'est utile de le mentionner parce que on le voit de plus en plus. C'est quelque chose qui plaît beaucoup aux salariés, qui plaît beaucoup à l'employeur parce que ça fidélise aussi le salarié au retour. Et puisque s'il change d'employeur au retour, il perd le régime. Donc, ce sont des choses sur lesquelles on travaille pas mal aujourd'hui. Voilà un peu pour le sens étranger vers France. Et puis, alors peut-être on est plus directement concerné par l'inverse, donc le salarié français qui va à l'international. Bon, détachement, expatriation, pareil, vous connaissez, c'est le classique, on va dire. Et puis, le télétravail international, on vient d'en parler pendant 1 heure, c'est les mêmes opportunités, donc d'exonération potentielle de charges sociales françaises. Dans les options qu'on a vues, et puis c'est un régime de faveur étranger potentiellement applicable. Donc pour l'employeur, des coûts sociaux et fiscaux extrêmement réduits dans les 2 cas. Et puis, alors complètement différent, mais des déplacements hors de France. Je crois que j'ai vu pas mal de questions dans les questions préalables sur ces sujets-là. Je suis salarié français, j'ai des déplacements plus ou moins fréquents hors de France. Quand je dis plus ou moins fréquent, je pense qu'on est aujourd'hui dans ces schémas-là, à partir de 10 jours par an à l'étranger, il faut commencer à regarder si on ne peut pas faire quelque chose. Parce qu'il y a des articles du Code général des impôts qui le traitent. Et c'est la première, c'est la colonne du milieu. Donc, déplacement hors de France, régulièrement, à partir de 10 jours par an, dans un ou plusieurs pays. Dans des activités, alors plus ou moins prévues, mais on est dans l'article 81A du Code général des impôts, on est dans l'application des textes français du Code général des impôts. Activités dans les chantiers, extraction de ressources naturelles, pétrole, chimie, etc., chantiers, industrie et ingénierie y afférente, c'est assez large. Dans la prospection commerciale, alors là, j'ai vu qu'il y avait des questions là-dessus, donc on est plein dedans. Alors, pour des durées assez lourdes, dans les chantiers, c'est 183 jours, c'est la moitié du temps hors de France. Dans la prospection commerciale, c'est 120 jours, c'est un tiers du temps. Un tiers du temps hors de France, un tiers du temps de travail hors de France, exonération totale de l'ensemble des jours travaillés en prospection commerciale à l'étranger. Donc,
extrêmement intéressant, extrêmement facile, application d'un article du Code général des impôts pour ne pas taxer au moins un tiers de la rémunération en France. Et puis enfin, pour les séjours moins fréquents, moins consistants à l'étranger, les primes, ce qu'on appelle les primes d'expatriation, qui sont en fait des suppléments de rémunération pour activité hors de France, qui sont une exonération de la rémunération des jours travaillés à l'étranger. Ça aussi, c'est extrêmement important. C'est pratiqué par toutes les sociétés françaises qui veulent inciter, entre guillemets, leurs salariés au voyage à l'étranger en ayant une petite carotte fiscale qui est une exonération de la rémunération des jours à l'étranger. C'est des choses à mettre en place qui ne vous coûtent rien, vous, en tant qu'employeur, puisque, en fait, c'est un moyen d'augmenter le net du salarié sans toucher à son brut. Et donc, un moyen totalement prévu par le Code général des impôts. Alors, combien de temps le Code général des impôts va-t-il inciter au déplacement et à la consommation de CO2? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un texte qui a 50 ans, qui visait à encourager et à inciter les businessmen français à aller hors de France. Ce texte-là, voilà, c'est ce texte-là qui prévoit toujours des exonérations fiscales qu'il suffit de demander pour des jours à l'étranger. Et donc là, on n'a pas d'économie de charge sociale, c'est juste une économie d'impôt sur le revenu pour le salarié. Voilà pour l'article 81A. Le double contrat, on l'a un peu mentionné, ce serait par exemple, dans l'exemple, il y a eu 2 exemples au cours de cette conversation, il y a eu France-Corée d'abord et ensuite France-Maroc. C'est exactement ça. C'est moins fréquent, hein. J'ai une activité un peu à 50-50, mettons France-Maroc. Qu'est-ce qui se passe? Ben, si j'ai 2 contrats, je prévois une rémunération pour l'activité française, une rémunération pour l'activité marocaine. Je cotise en France uniquement sur le contrat français et au Maroc sur le contrat marocain. Les cotisations au Maroc sont beaucoup moins chères qu'en France, donc ça me fait une économie par rapport à une situation 100% française. Même chose en fiscalité, partant du principe qu'il vaut mieux être taxé dans 2 pays que dans un seul. On évite le taux marginal français ou de son pays de résidence et on va taper les tranches basses de l'autre pays. Donc forcément, on paye moins d'impôts au global. Même s'il y a une consolidation dans le pays de résidence, on paye moins d'impôts au global. Et donc, en fait, ce sont des situations de double contrat qui sont plus rares parce qu'elles doivent être justifiées par une activité récurrente exercée physiquement dans les 2 pays. Donc, ce n'est pas forcément... mais on l'a vu, voilà, on le voit un petit peu dans les situations que vous m'avez exposées avec le Maroc et la Corée. La Corée, je ne sais pas si c'était exactement le cas. C'était full-time en Corée, je crois. Mais voilà. Oui. J'ai une petite question, Charles. Ouais. La notion de salarié français égale nationalité française et résident permanent aussi? Non, pardon, j'aurais dû le préciser. Quand je dis salarié français, ça n'a rien à voir avec la nationalité. C'est, on va dire, salarié d'un employeur français. Pardon de cet oubli. Double contrat. Et enfin, et là je le mentionne aussi, on est plus pour des optimisations, on va dire, de dirigeants. Jetons de présence. Les jetons de présence ont un régime fiscal et social favorable, à la fois en France et dans le pays d'accueil, très souvent. Donc ça veut dire que des dirigeants qui se déplacent pour aller à des conseils d'administration, qui reçoivent à ce titre des jetons de présence, c'est mieux traité fiscalement et socialement que du salaire. Et donc en fait, voilà, c'est des éléments d'incitation, d'optimisation sur des séjours hors de France qui ne sont pas forcément complètement du télétravail, mais c'est une forme quelque part de télétravail. Et donc voilà. Donc voilà, la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut regarder la conformité évidemment du télétravail
ou des activités hors de France, puisqu'il y a forcément une complexité accrue sur tous les sujets, droit du travail, charges sociales, impôt sur le revenu, mais c'est une complexité accrue qui peut donner lieu à des options et à des réductions de coûts importantes. Et en tout cas, moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut peut-être pas appliquer tout ça forcément, mais en tout cas, au moins regarder de quoi on parle, mesurer un peu, faire des simulations en 5 minutes, ou un peu plus quelquefois, mais faire des simulations rapides d'un coût social et fiscal, ça vaut vraiment le coup. Après, on a une décision éclairée sur l'enjeu. Et voilà. Et donc, ça vaut le coup de regarder. C'est un peu la conclusion de tout ça. Le télétravail international, contraintes et opportunités. Merci Charles. Alors justement, il y a une participante qui demande s'il existe un site pour voir justement ces notions-là et j'imagine faire un peu ces simulations. Oui, ENY. Non, je plaisante. Non, je plaisante, mais c'est vrai que non, il n'existe pas de site parce que ce serait trop facile. Parce qu'en fait, si, on peut aller faire des calculs fiscaux et sociaux dans tous les pays du monde sur les sites internet des gouvernements, de plein de sites spécialisés. Voilà, comme en France, hein, sur impôts.gouv, vous pouvez faire votre simulation. Aux États-Unis, c'est pareil. Enfin, partout, j'ai été le faire, je crois, sur le site des Anglais. Après, il faut connaître leurs règles. C'est un peu dangereux parce que il y a plein de subtilités, voilà, et d'options et de choses. Il n'y a pas du quotient familial comme en France. Il y a plein de choses qui sont compliquées à simuler. Mais en tout cas, l'info est partout. L'info sur le barème d'impôt sur le revenu dans tous les pays du monde, il est publié partout. C'est facile. Les charges sociales, c'est pareil. C'est-à-dire faire une simulation de charges sociales, c'est en France que c'est le plus compliqué, hein, parce que c'est un bulletin de paye français, il y a 25 lignes. Un bulletin de paye à l'étranger, normalement, il y a 3 lignes. Et il y a 2 taux à appliquer, puis c'est terminé. Et puis souvent, c'est plafonné, donc il n'y a même pas de sujet. Donc oui, c'est possible d'aller faire les simulations un peu partout, mais un site qui regroupe et qui fait des combinaisons impôts français, charges sociales espagnoles, ça c'est déjà plus compliqué. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, il n'y a pas le tout clé en main qui calcule Alors, partout. dans la continuité, donc cette même participante demande donc si EY du coup peut t'accompagner sur cette gestion même hors UE. Ça, c'est une première partie de la question. Et j'en ai une deuxième de cette même personne qui dit: et la paye d'un salarié en full télétravail avec un employeur français, comment ça se passe? On doit voir directement avec notre cabinet, point d'interrogation. Oui, alors, 2 questions. EY peut accompagner, oui, bah, c'est notre métier, on fait que ça. On fait que ça toute la journée, sur toutes ces situations, avec tous les pays, Union européenne et hors Union européenne. En fait, aujourd'hui, EY, c'est un réseau, on est dans 150 pays. Donc, moi, j'ai mon équivalent. Moi, je fais de la mobilité internationale en France et j'ai mon équivalent dans tous les pays du monde. Donc, quand on se parle avec mon équivalent en Corée, au Maroc ou en Espagne, bah, on se comprend, on se pose des bonnes questions et on gère le cas. Et on optimise, on regarde ce qu'on pourrait faire et on simule, et c'était la question initiale, évidemment, avec charge sociale espagnole, impôt français, ou l'inverse, charge sociale française, impôt espagnol, bref. C'est notre métier, on fait que ça, en termes de conformité et puis de conseils à vous, employeurs, évidemment. Et donc, j'ai oublié la deuxième question, pardon. Alors, et la paye d'un salarié Ah oui, en full télétravail avec un employeur français, comment ça se passe? Doit-on voir cela directement avec notre cabinet? alors, c'est la question, l'intérêt aussi, c'est que bah, on gère aussi ces situations-là. D'ailleurs, on fait pas de la paye standard comme ADP où on n'est pas prestataire de paye standard. En revanche, on est prestataire de paye sur des situations complexes internationales. C'est-à-dire que oui, la question que vous posez, c'est si je comprends bien, j'ai mon salarié qui est en télétravail dans un autre pays, on va garder l'Espagne. On dit qu'il est soumis aux charges sociales espagnoles et à l'impôt espagnol. Donc la question, c'est comment je fais?
Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le shadow payroll, c'est-à-dire un payroll fiscal et social local, c'est-à-dire concrètement un enregistrement de l'employeur français en Espagne pour obtenir juste un numéro de sécu et de équivalent SIRET espagnol pour immatriculer donc l'employeur français en Espagne et pouvoir établir ce qu'on appelle un payroll, le fameux shadow payroll, qui est un payroll à zéro. Il n'y aura pas de paiement de rémunération, il y aura juste, ce payroll ne servira qu'à calculer et payer les charges sociales espagnoles et l'impôt espagnol. Et il y aura un net à payer à zéro. Donc en fait, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et donc n'importe quel prestataire de paye peut le faire dès lors qu'il est un petit peu habitué à l'international. S'il fait que du national, il va trouver ça bizarre. Mais voilà, c'est n'importe quel prestataire comptable ou de paye, oui, peut le faire. Et nous, on le fait parce qu'en fait, il y a une cohérence à avoir dans cette situation-là entre le bulletin de paye espagnol, qui va être à zéro, mais avec des charges sociales et de l'impôt espagnol, et le vrai bulletin de paye français, sur lequel il va falloir faire disparaître les charges sociales françaises et le prélèvement à la source français, pour qu'il n'y ait pas double charge sociale, imposition. Et donc, c'est cette cohérence entre les deux bulletins de paye miroirs dans chaque pays qu'il va falloir organiser. Ok, merci. En espérant avoir répondu à la question de madame. Écoutez, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, donc sur l'onglet conversation, à les poser. C'est le moment. C'est difficile malheureusement, la formule ne permet pas trop de dialoguer, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir les pratiques, vos pratiques de télétravail international, savoir si vous avez beaucoup de cas, si vous tolérez, si vous avez organisé, si vous... Alors, j'ai une réaction donc de la participante qui vient de poser cette dernière question qui dit tout ça a l'air si simple, avec une parenthèse, je rigole bien évidemment, et en te remerciant donc pour la présentation. Voilà. Comme c'est pas si simple, en fait, c'est un métier. Après, je ne sais pas, il y a peut-être des questions parmi celles qui étaient posées éventuellement par les participants, des petites choses supplémentaires que tu voulais éventuellement ajouter ou des cas spécifiques peut-être. Je ne sais pas si Charles, concernant les questions qui étaient, s'il y avait des choses qui t'avaient interpellé. Non, je pense que les questions qui ont été posées étaient les bonnes. Faut vraiment se préoccuper de là où est le salarié physiquement, et combien de temps, avec quelle fréquence. Et dès que ça commence à être un tout petit peu substantiel, il y a des questions de conformité ou d'optimisation. D'accord. Mais aujourd'hui, je pense que les employeurs, depuis le Covid, ont commencé à se préoccuper de savoir où étaient leurs salariés. Bon, c'est pas toujours facile de savoir, de contrôler. On peut pas. De toute façon, ils disent ce qu'ils veulent, hein, les salariés. C'est difficile de. Mais en tout cas, il y a eu du progrès là-dessus et l'employeur prend conscience de la nécessité de savoir où sont ses salariés. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors après, vous recevrez bien évidemment la présentation après la réunion, en tout cas dans les jours qui viennent. Vous aurez également donc les coordonnées de Charles-André donc pour évoquer avec lui si jamais il fallait aller plus loin sur certains de vos sujets également. Vous devez recevoir aussi certainement un sondage questionnaire, voilà, pour voilà, quelque part donner votre avis, savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes. Vous allez voir, normalement, il va bientôt apparaître sur vos écrans. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, reste à vous remercier de votre participation donc, cet après-midi. Charles, merci beaucoup pour l'intervention, donc précise comme toujours. Et puis,
Et puis, ben, comme je vous le disais, donc n'hésitez pas, le cas échéant, à revenir vers notre intervenant si vous souhaitiez aller plus loin éventuellement sur certaines questions de mobilité internationale pour vous ou vos salariés. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi à toutes et tous. Et puis, ben, n'hésitez pas à consulter donc notre programme de réunions et de webinaires sur notre site web BCI pour de prochains événements. Je vois qu'il y a un nouveau message. Voilà, un message de remerciement. Donc, bien écoutez, bonne fin de journée à vous toutes et tous. Et merci Charles encore. Au revoir. Merci beaucoup, Émeric. À bientôt. Au revoir.